Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Web Info Télévision. Vous êtes les mieux informés. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous en avons parlé, nous en parlons et nous en parlerons jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. Au terme des travaux de Doha, au Qatar, l'AFC M23 et le gouvernement congolais décident d'observer une trêve qui va permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Voilà notre thématique de cet avant-midi qui nous réunit dans cette émission géopolitique. Vous le savez, c'est une émission qui reçoit les journalistes qui réfléchissent sur des questions et attrait à toute la vie de la communauté congolaise. Monsieur Paulin Aganze est notre invité de cet avant-midi. Je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée, confrère. Merci beaucoup, cher Faustin. Merci à toute l'équipe de Web Info. Merci également à tous les téléspectateurs. Alors que nous avions déjà informé à toute la population du monde entier que les discussions du Qatar ont avorté, mais réellement nous sommes en train de retirer et donner bien sûr les précisions sur cette dernière. Monsieur Paulin, vous le savez très bien, les communiqués conjoints entre les gouvernements congolais et le M23 AFC a été publié cette hier. Parlez-nous d'abord de votre analyse générale sur ces communiqués. Bon, les communiqués, nous l'avions tous vu. C'est un communiqué avec un contenu, en tout cas, très profond. Mais comme vous l'aviez dit, un communiqué conjoint, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un communiqué conjoint. Je vais expliquer pourquoi. C'est vrai, je ne sais pas les termes, je ne connais pas les termes appropriés pour de tels communiqués. Mais personnellement, ce n'est pas un communiqué conjoint. Pourquoi je l'ai dit? Comment alors que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya, l'a bien signifié hier dans le dialogue avoir raison, mais personnellement, je trouve que c'était un communiqué publié par le M23 et republié également par le gouvernement congolais. On ne sait pas, parce que dans un communiqué conjoint, c'est un communiqué signé bilatéralement et on trouve des signateurs ou bien des signataires des deux parties. Mais déjà avec ces communiqués, les M23, l'AFC M23 a fait sa propre communication à part au nom du gouvernement congolais et le gouvernement congolais a fait sa propre communication à part au nom de l'AFC M23. Pas même sa propre communication. On a l'impression que c'est les mêmes textes, les mêmes mots, les mêmes français. Apparemment, c'était même copier-coller. Du copier-coller. Mais comme on a vu en premier les communiqués de la SM23, on peut avoir l'impression que c'est le gouvernement qui aurait copié. Non, le gouvernement ne peut pas copier peut-être communiqué peut-être si on s'en tenait à des sources non officielles, il a été dit que Qatar aurait même proposé les textes aux belligérants. Vous avez des preuves, monsieur Paulin, vous êtes journaliste. Non officiels, aurait proposé les textes au gouvernement et donc aux belligérants pour juste apposer l'entête et la signature. Et puis, s'il faut un peu revenir sur les fonds, la forme de la communication du gouvernement congolais, on a l'impression que ça n'engage aucune institution. Ça n'engage aucune institution. Partant de l'entête, bon, c'est seulement une délégation et comme qui dirait une délégation de 3, 4, 5 personnes au nom du gouvernement. Normalement, je pense ça devrait porter soit l'entête du ministère des Affaires étrangères et peut-être l'entête en fait. Ça porte que l'entête? Il n'y a pas d'entête, il n'y a que la République démocratique du Congo et à la fin, la signature du chef de la délégation. Et pendant que pour les M23, on sent que c'est un peu structuré, comme on a toujours vu des communiqués de l'AFC M23. Mais partant du fond, les fonds du communiqué, c'est vraiment profond tel que je l'ai dit. Si on exploitait point par point, en tout cas, on va comprendre que on doit accorder en tout cas toutes les bonnes chances à ces communiqués et surtout à sa mise en œuvre. Voilà, merci monsieur Paulin. Comment évaluer la sincérité des engagements pris dans les deux parties, pris des deux parties dans cette déclaration conjointe qui a été publiée? En amont, c'est un peu difficile d'évaluer la sincérité de ces documents parce que c'est déjà, d'ailleurs, il y a quelques heures que les documents ont été publiés et dire qu'on peut évaluer déjà la sincérité, c'est trop tôt. Je crois quand vous avez lu et relu
les communiqués conjoints, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une sincérité dedans ou bien c'est comme une hypocrisie? Hypocrisie, non. En tout cas, hypocrisie, non. Parce que on a vu avant. Il faut dire d'abord que c'est un document vraiment historique. Parce que ça vient de très loin, je peux le dire. Du Qatar? Non, pas loin sur le plan géographique, mais loin sur le plan historique. On a vu depuis Nairobi, depuis Luanda, depuis... Ça avorte toujours. Il n'y avait pas de tels documents. Mais déjà avec ces documents, les Congolais peuvent espérer, surtout la population de Goma, Bukavu et d'autres entités qui ont connu cette guerre, ils peuvent déjà espérer que demain ou après-demain, on peut avoir une sortie de cette crise. Par rapport à la sincérité, je disais qu'on pourra évaluer la sincérité de ces documents que sur terrain. Par exemple, s'il y a cessation immédiate des hostilités. Par exemple, s'il y a un cessez-le-feu, parce qu'on a dit ils veulent trouver un consensus pour qu'il y ait la paix. Par exemple, s'ils trouvent ce consensus, c'est par là qu'on peut évaluer la sincérité. Comme déjà, ça va déjà, parce que sur tous les fronts, il n'y a plus des affrontements. Hier, il y avait des affrontements vers Walikale, vers Sud Kivu, mais il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, les armes ont je n'ai cessé. pas ces informations par rapport à la cessation d'hostilité, mais nous avons vérifié. Il y a toujours, merci d'avoir vérifié, il y a toujours des affrontements sporadiques. Okay. Si tout cela cessait, si on peut dire que la population vit déjà dans le calme, donc là, on peut accorder de la chance à ces documents, comme je l'ai dit en amont. Mais évaluer rapidement comme ça la sincérité, dire que le cessez-le-feu est observé. Et rappelez-vous, il y a eu plusieurs signatures de cessez-le-feu entre les deux parties, dans le cadre de ces conflits plutôt, qui ont été signés, mais qui n'ont jamais été respectés. Alors, on ne sait pas quel crédit accorder à ces documents, quel crédit plutôt accorder au processus de Qatar. Pourtant, l'histoire nous renseigne que les cessez-le-feu ont été signés et violés haut et fort par les deux parties. J'étais en train de passer en cours de route, Monsieur Paulin. Beaucoup de populations ou bien beaucoup de citoyens congolais sont en train de se dire, bien évidemment, que le M23 s'est dit qu'il va se retirer du sol congolais, donc de tous les espaces qu'il occupe. C'est comme ils disent que donc, les citoyens là, ils disent sincèrement que c'est ce qui s'était dit dans les communiqués conjoints qui a été publié. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cette population? Est-ce que réellement le M23 a dit qu'il va se retirer de tous les espaces qu'il occupe? Peut-être il fallait lire les communiqués avant peut-être de donner mon point de vue. Allez-y, monsieur Paulin. Mais je n'ai pas vu dans les communiqués où il est dit que le M23 devrait se retirer des zones qu'il occupe. Allez-y. Il y aura plutôt un cessez-le-feu. Je lis le troisième paragraphe. Dans un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Ça veut dire retrait? Non, ça veut dire il y aura pas. C'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. Mais le M23 va rester là-bas, là où il est. On va lire, peut-être on va trouver ça dans les communiqués. Le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et l'application de toutes les communautés et appelle toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités, ça veut dire les cessez-le-feu, aussi cessation des discours de haine et aussi cet appel à respecter ces cessez-le-feu effectifs. Les deux parties conviennent de respecter ces engagements précités qui ouvrent une voie au dialogue constructif pour rétablir la paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ça veut dire, l'idée n'est pas le retrait. L'idée, c'est d'abord qu'il y ait cessation des hostilités. Pendant que nous parlons, comme je l'ai dit, il y a eu, par exemple, des affrontements hier à Walikale et dans d'autres entités. Alors, si déjà on peut continuer à négocier, on peut continuer à discuter pendant qu'il y a des affrontements, et là, ça peut avoir de l'impact sur les affrontements. Peut-être la question qui n'a pas été posée précédemment, c'est aussi par rapport
à la place ou bien à la place des choix que joue le Qatar dans ces processus. Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit précédemment, que ce n'est pas la première démarche initiée par le gouvernement congolais, par les autres partis, pour essayer un peu de trouver une paix durable par rapport à cette question. Mais c'est la première démarche du Qatar. C'est la première démarche du Qatar qui semble donner une lueur d'espoir telle que je l'ai dit. Pourquoi j'aimerais un peu revenir sur cette question? Parce que déjà, avec la mention qu'on a vue, avec l'aspect de cette question, la question a été traitée avec beaucoup de verrous. Personne ne pouvait savoir ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, plusieurs médias crédibles ont même diffusé l'information selon laquelle l'M23 se serait retiré de ces processus. Assurément. Quelques heures après, on a été surpris par un communiqué affirmant que le processus s'est bien déroulé et les deux parties ont discuté de manière sérieuse et se sont mis d'accord sur certains points. Ça veut dire déjà le fait que la population ou bien la population a peur du vide. Le vide a été comblé par cette rumeur qui a fait toller et qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. On a vu déjà plusieurs textes dans ce sens circuler disant que l'M23 aurait imposé ceci, aurait demandé ceci, ce qui n'a pas été respecté. Et ça fait que l'M23, l'AFC M23 puisse claquer la porte et quitter les négociations de Qatar. Alors, si les deux parties se sont mises d'accord, est-ce que, M. Paulin, on peut espérer afin à la paix durable très prochainement? Très prochainement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de dire que d'ici là, d'ici là, l'M23 va se retirer des zones occupées. Oui, donc c'est un peu compliqué de dire comme d'un coup d'une baguette magique que la paix va revenir. Parce que, écoutez, perdre la paix, c'est facile, mais reconstruire encore ce qu'on a perdu, ce qu'on a détruit, c'est très difficile. Pas en tout cas facile. Mais déjà avec ces pas vers la paix, c'est tout un processus, voilà. C'est tout un processus, il faut y aller lentement. Et pour faire 1000 pas, il fallait commencer par le premier. Et le premier pas, je pense, a été fait. Comme je l'ai dit, on pourra évaluer ces communiqués, on pourra évaluer la faisabilité ou bien l'effectivité de ces cessez-le-feu que sur terrain. Si sur terrain, il y a cessation des hostilités, si sur terrain, il n'y a pas de provocation, parce que vous pouvez trouver dans un groupe, il y a toujours des brebis galeuses, de part et d'autre, et de la part du gouvernement, et de la part de l'AFC M23. C'est vrai, les autorités ou bien les hauts gradés peuvent dire nous, ça nous concerne, mais dans les groupes, c'est vrai, dans l'armée, c'est un service commandé, mais dans les groupes, vous trouverez 2 ou 3, 4 personnes qui disent non, mais ça ne nous engage pas. Je le dis surtout de la part de notre gouvernement, surtout de Wazalendo. En tout cas, il n'y a rien, il y a à douter que ce communiqué puisse être bien consommé par le Wazalendo, qui risquerait encore de vouloir, n'est-ce pas, malgré le cessez-le-feu, de vouloir encore continuer à s'organiser. Il y a aussi, voilà, de vouloir tenter plutôt à troubler la quiétude. Okay. Il y a aussi un autre aspect de l'organisation. Pour plusieurs groupes armés, souvent, le cessez-le-feu, c'est une occasion pour se réorganiser, pour voir des failles et pour préparer des ripostes. Et pour les Wazalendo également, c'est pour s'organiser? Il peut y avoir des cas comme ça, même de part et d'autre. Ça veut dire, même pour les M23, on peut penser qu'ils observent le cessez-le-feu parce qu'il faut observer. Pourtant, ils sont en train de s'organiser pour conquérir d'autres entités. Et ce document concerne aussi les Wazalendo? Les documents intéressent les Wazalendo concernent les Wazalendo dans la manière où les patrons de Wazalendo, c'est le gouvernement congolais. Quand on parle de l'armée, quand on parle de forces armées de la RDC, personnellement, j'inclus dedans aussi les Wazalendo parce que déjà, il y a les FRDC et les Wazalendo qui combattent contre l'ennemi qui est leur ennemi commun, qui est les M23. Parfois, ils boycottent les décisions du gouvernement, M. Paulin. C'est ce que j'ai dit précédemment, que ces communiqués, d'ailleurs dans les communiqués, il est même bien stipulé que nous, les acteurs des médias, que les communautés locales puissent aider à partager et à diffuser cela pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire. Que personne n'en prétexte l'ignorance. Monsieur Paulin, comment analysez-vous les faits
À chaque fois que les M23 annoncent les cessez-le-feu, après quelques jours, les hostilités reprennent. Est-ce que vous pensez réellement que cette fois-ci, ce cessez-le-feu sera respecté par les deux parties en conflit? Notre souhait est que le cessez-le-feu soit respecté. Mais le mal est que ce que vous venez de dire est vrai. Souvent, lorsqu'il y a des cessez-le-feu de part et d'autre, ce ne sont que des Français. Qu'est-ce qui rassure que celui-ci sera cette fois-ci respecté? Malheureusement, le communiqué lui-même est muet par rapport à cela. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas vraiment un accord bilatéral, ce n'est pas vraiment un communiqué conjoint. Parce que si c'était un communiqué conjoint, ça pouvait être écrit par les facilitateurs. Et dedans, on devrait inclure des mécanismes ou bien des dispositions, ou bien des sanctions, ou bien des dispositions contre qui pourrait violer cela. Mais quand le communiqué ne dit pas, ne prend pas des mesures de suivi, donc quelque part, le communiqué est un peu muet. Mais je pense, pour l'application, pour la mise en œuvre de ces communiqués, pour la mise en œuvre de tout ce qui est contenu dans ces communiqués, la responsabilité n'est pas du gouvernement, la responsabilité n'est pas de l'AFC M23. La responsabilité revient aux facilitateurs. Okay. C'est-à-dire, le Qatar doit jouer un rôle important pour le rétablissement de la paix, pour le strict respect de ces communiqués et de tout ce qui va avec. Ces communiqués montrent réellement un tournant positif vers la paix dans l'Est de la RDC, M. Paulin? Effectivement, je l'ai dit, c'est un tournant vraiment très important vers la paix. Je l'ai dit dans ces termes, c'est un pas vers la paix. Et pour faire 1000 pas, il fallait commencer par le premier qui était celui-là. Mais il y a aussi un défi de communication par rapport à cela. On a vu, personnellement, lorsqu'on parle de communication comme ça, lorsqu'on parle de communiquer, de conjointes et tout le reste, par rapport, par exemple, à ce qui concerne les récents processus de Luanda, vous vous souviendrez que c'était le ministère des Affaires étrangères du Luanda. Non mais, d'ailleurs, par rapport au tête-à-tête entre Kagame et Tshisekedi, on était surpris par un communiqué du Qatar. Ça veut dire... Qui demande... Non, qui avait annoncé que les deux chefs d'État se sont rencontrés. Et aussi a exigé un cessez-le-feu. Effectivement. On devrait également être surpris par un communiqué pas signé par le M23, l'AFC, mais on devrait être surpris par un communiqué signé par le Qatar. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai dit il y a eu un défi communicationnel, comme si le M23 a voulu sauter en premier, sauter sur l'occasion et défier le Qatar, défier le gouvernement congolais. Et c'est ce qui a été fait parce que, je l'ai dit précédemment, l'impression est que notre gouvernement a copié les communiqués du M23. On a vu même avant la communication... Aurait copié peut-être. Aurait copié, effectivement. On a vu même avant que le gouvernement ne communique, les communs de mortels pensaient que le communiqué du M23 a été lu à la RTNC. Pourtant, effectivement, on a vu, c'était passé dans les journaux de 21h à la RTNC. Ça veut dire, pour être neutre, pour permettre que cela ne puisse pas être mal perçu par la population, par les deux parties, il serait mieux que ce soit le Qatar qui communique en premier par rapport au pourparlers. Parce qu'on a vu du côté M23, depuis le début du processus de Qatar, il n'y avait pas de communication. Depuis le début du processus de Qatar, le gouvernement congolais ne communiquait pas non plus. Il fallait réserver cette primaire au gouvernement qatari pour nous dire réellement ce qui s'est passé et les conventions qui ont été prises. Comment analysez-vous le fait, M. Paulin? Pour la première fois, le gouvernement congolais n'a pas appelé le M23 ou bien n'a pas considéré le M23 comme les partants, n'a pas considéré le M23 comme les rebelles. Cette fois-ci, on pense, disons, on est en train de trouver dans ces communiqués qu'il y a un peu de respect à l'endroit du M23. Le respect s'impose, comme vous le savez. Vous voulez dire que le M23 a imposé le respect? Bien sûr que oui, parce que déjà avec les interviews livrées par le président de la République, Félix Tshisekedi, et tout son gouvernement, on ne s'attendait jamais que ce jour puisse arriver. On pensait que ce jour arrivera que, par exemple, au paradis, ou bien en enfer. Mais ça arrive pendant qu'on est encore sur Terre. C'est politique. Ça veut dire, effectivement, c'est politique,
comme on l'avait dit dans des précédentes émissions, et comme les communs mortels l'ont toujours dit, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Et le respect s'est imposé et les M23 semblent, n'est-ce pas gagner du terrain, mais semblent imposer une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Mais cela risquerait de réveiller d'autres lions ou bien d'autres groupes armés qui dorment. Dans quel sens? Ils peuvent se dire, non mais comme le M23 a été traité comme ça, nous aussi on peut bouger les lignes. Et nous serons également respectés. Nous serons également respectés. Voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est arrivé dans un contexte où certains territoires congolais sont occupés par l'AFC. Ça veut dire, déjà, avec cela, les gouvernements ne devraient que se rabaisser un tout petit peu pour essayer un peu, parce que je vous avais suivi hier le ministre congolais de communication, Patrick Mouyaya, qui, dans une émission Dialogue intercongolais à la radio Okapi, il a précisé que l'idée, c'est de récupérer les territoires occupés. L'idée, c'est de récupérer les zones occupées. On ne sait pas si c'est une ruse de la part du gouvernement congolais, on ne sait pas si c'est une malignité de la part du gouvernement congolais, ou bien une faiblesse, ou bien une ruse de part et d'autre. Et si vous tenez bien au principe retrouvé dans les livres de Nicolas Machiavel, Les Princes, la politique, c'est une question de ruse. Ça veut dire qu'il fallait cette certaine ruse de part et d'autre pour obtenir chacun ce qu'il veut. Et c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui pourra justifier les moyens et surtout la pratique. Si, je le répète, si le texte n'est pas mis en pratique, ça ne sera qu'un simple papier. Parce que vous parlez du ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya. Il a dit dans cette même émission que vous évoquez que c'était un communiqué conjoint. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce dernier soit vraiment un communiqué conjoint? Est-ce que réellement c'était tel? Bon, en fait, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Conjoint, ça n'engage que vous, c'est vous qui parlez, bien sûr. Vous donnez vos analyses. Je pense qu'un communiqué conjoint, c'est signé par les deux parties et les facilitateurs. Donc vous voulez dire que le ministre a trompé? Trompé, non. C'est aussi sa manière de voir les choses. C'est la manière de voir les choses du gouvernement congolais. Et c'est la manière aussi de voir les choses des partis, des différentes parties. Mais j'essaie un peu de décrypter un peu la situation. Un communiqué signé, un communiqué de résolution de Doha. Pourquoi a été signé à Goma? Un communiqué de résolution de Doha. Pourquoi a été signé à Kinshasa? Du coup, on a fait face à deux communiqués avec des textes, avec un même texte. Ça veut dire, pour rassurer que les deux parties ont vraiment échangé de manière sérieuse, comme stipulé dans les communiqués, il fallait quand même faire un semblant et nous montrer que le communiqué a été signé à Doha. Ce n'est pas un semblant, mais il fallait que ce soit ainsi. Vous voulez remettre en cause les discussions de Doha? Les discussions ne sont pas remises en cause, mais plutôt les communiqués, les lieux. Je me dis, apparemment, il y a eu quai de poisson à la fin. Et du coup, les communiqués ont été envoyés par WhatsApp. On a juste saisi et imprimé et apposé des signatures. Les caractères conjoints de ces communiqués, en tout cas, ça pose beaucoup de doutes. L'important, c'est pas que ce soit conjoint ou pas. L'important est que les partis respectent ce qu'ils ont signé. Heureusement que les deux partis ont signé. Bon, aussi, curieusement, pour l'AFC M23, les signateurs lui-même n'étaient pas à Doha. Rassurez-vous que Laurence Kanyuka était ici. On l'a vu dans des vidéos à Kavumu pendant que les autres étaient au Qatar. C'est Bertrand Bissimo qui était chef de délégation. Je ne sais pas. Selon le communiqué d'IM 23. Selon les communiqués d'hier même, les mêmes communiqués. Non, pas d'hier. Oui. Donc, quand on annonçait la délégation d'IM 23. On a vu également Laurence Kanyuka ici à Goma lorsqu'il accueillait un ambassadeur britannique. Ça veut dire, les signataires côté congolais, c'était les chefs de délégation le chef de la délégation du gouvernement de la RDC. Mais côté AFC, les signateurs, c'est quelqu'un qui n'avait pas participé. Oui, qui n'avait pas participé aux consultations. De part et d'autre, je trouve que ça n'a pas un caractère. En tout cas, il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité.
par rapport au communiqué, aux deux parties. C'est pourquoi je pensais que, personnellement, mais l'important était fait déjà, on a vu les textes et ça engage le gouvernement parce que le porte-parole du gouvernement a dit que ces communiqués engagent le gouvernement congolais. Et déjà, quand le porte-parole de l'AFC M23 signe, ça veut dire que ça engage aussi quelque part les M23. Et je l'ai dit, l'important est que l'esprit de ces communiqués soit respecté. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Paulhan. Dites-nous pourquoi l'État du Qatar a-t-il été choisi comme facilitateur ou bien quel intérêt pourrait-il avoir dans ce processus? Je ne crois pas que l'État du Qatar a été choisi. Je ne sais pas. C'est lui-même qui s'est choisi alors. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont opérées. On sait, par exemple, pour l'Angola, l'Angola a été choisi par l'Union africaine. Aussi, les Togo, actuellement, c'est choisi par l'Union africaine. Avec Fort Gnassingbé. Alors, pour le Qatar, je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont passées. On était tous surpris. Tshisekedi, qui, quelques jours avant, était en train d'insulter publiquement Kagame. On a vu Kagame aussi dans un ballet diplomatique insulter publiquement Tshisekedi. Et pendant que, je crois, ils étaient en train d'annoncer les Kwibuka 31, si pas 32, 31, il a tenu des propos discutatoires envers ceux qui parlent du mal au Rwanda. Mais quelques jours après, on les a vus ensemble au Qatar. Jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas comment, par quelle magie cela a été fait. C'est la politique, monsieur. L'important n'est pas là. L'important, c'est que ce qui va sortir du Qatar. Le rôle du Qatar dans ce processus est déterminant parce que personnellement, je sais dire que le Qatar est en train de réussir là où les autres n'ont pas réussi. Déjà, un tête-à-tête avec Tshisekedi et Paul Kagame. C'est une réussite. Effectivement. Parce que ça a avorté à plusieurs reprises en Afrique. En Angola, en Tanzanie, ça a avorté à plusieurs reprises. Mais d'un coup, ils se sont rencontrés au Qatar. Aussi, tête-à-tête entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Pendant que Tshisekedi disait qu'il n'aura jamais en face de lui les patins et tout le reste. Ça veut dire que Qatar a réussi. Bien que ce n'était pas Tshisekedi qui était là physiquement, mais quand même ses représentants étaient là et ils ont discuté autour de la question de la crise à l'est de la RDC. Voilà, quel rôle ou bien quel est le rôle de la communauté internationale dans la suite de ces pourparlers? Ou bien, vous allez nous dire, monsieur Paulhan, l'absence d'acteurs comme l'ONU ou l'Union africaine est-elle significative dans ces processus? Bon, significatif un peu, parce que déjà avec la crise à RDC, on a vu l'engagement de l'ONU, on a vu l'engagement de l'Union africaine. Déjà, si on peut parler du Rwanda dans ces conflits, c'est à partir des rapports des experts des Nations Unies. Et déjà, l'Union africaine, on a vu des facilitateurs par-ci, par-là. Ça veut dire leur absence dans ce processus, en tout cas, ça peut avoir de l'impact. C'est quoi cet impact? L'impact positif ou négatif? L'impact sera au cas où le Qatar a du mal à faire respecter cet accord. Au cas où il n'y a pas de consensus, au cas où il n'y a pas de mise en œuvre effective de ce qui est contenu dans ces communiqués. En tout cas, on peut regretter pourquoi l'ONU n'avait pas participé. Mais je crois, à un certain niveau, au fur et à mesure que les choses pourront évoluer, l'ONU pourra s'investir parce que le Qatar fait partie des Nations Unies, la RDC et le Rwanda font partie des Nations Unies. On peut dire que cette crise dans l'Est de la RDC est en train d'être résolue en désordre parce que de l'autre côté, le Qatar sort son communiqué. De l'autre côté, l'Union africaine, avec Fort Gnassingbé, a rencontré le président congolais. Il a rencontré également le président rwandais. De l'autre côté, le président catholique. Est-ce qu'on peut dire que ce désordre peut aussi freiner la résolution rapide de cette crise dans l'Est de la RDC? C'est une précision. Personnellement, je n'ai pas vu encore le communiqué du Qatar. Mais non, je parle de ces communiqués conjoints. Parce que c'est le Qatar qui est les facilitateurs. Alors, je vais prêter un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Si tous ces processus... Pourquoi ne pas mettre la force unique? Si tous ces processus, si tous ces chemins vont nous ramener la paix, vont ramener la paix à RDC, je ne vois aucun mal.
Et d'ailleurs, comme l'a toujours dit le porte-parole du gouvernement, le gouvernement congolais a activé plusieurs fronts. Les fronts médiatiques et déjà il y a les fronts religieux. Ça veut dire, si on a activé plusieurs fronts pour résoudre un conflit, pourquoi ne pas activer aussi plusieurs voies de sortie? Si par exemple pour la voie de Nairobi, ça n'a pas marché, peut-être que ça marchera par la voie du Qatar. Togo. Si par la voie de l'Angola, ça n'a pas marché, peut-être que ça marchera par la voie du Togo comme vous mais ça semble évoluer au Qatar. Pourquoi ne pas mettre la force unique et se concentrer sur avec la politique de la RDC, avec la politique de la RDC, c'est imprévisible. On peut tout concentrer là-bas. Écoutez, là aussi, ils avaient dit les processus de Nairobi, tous les processus, il n'y a aucun processus qui est mort, à part le processus de Nairobi, où la RDC s'était retirée suite à des tensions avec l'EAC. Et le gouvernement aimerait que cela se passe dans le cadre de la récente résolution des Nations Unies sur la RDC, qui aimerait que tous les belligérants ou bien tous les groupes armés puissent se désarmer et passer par le processus de désarmement. Quelles sont les causes exactes de cette crise dans l'Est de la RDC? Est-ce que ces causes sont vraiment prises en charge dans cette résolution du Qatar? Le Qatar c'est juste un conflit entre 2 ou 3 personnes qui est en train d'être résolu. Le Qatar veut, n'est-ce pas, résoudre les causes profondes du conflit. Quelles sont ces causes? Ils ont parlé de discours de haine, ils ont parlé des intimidations, ils ont parlé aussi de... je l'ai dit tantôt. Ça veut dire que les causes profondes pourront être attaquées. Et quand on attaque les causes profondes dans un conflit, ça veut dire là que le conflit est en train d'atteindre son terminus. Okay. Et l'espoir pour le peuple congolais qui est de voir que la paix soit instaurée ou bien que la paix revienne, est en train de renaître. Déjà, lorsque le communiqué nous rassure que les causes profondes seront attaquées, pas question de tribalisme et tout le reste, ça veut dire que ça rassure déjà que... Parce que si vous pouvez bien suivre, généralement, ceux qui rejoignent les M23 disent qu'ils entrent dedans parce qu'ils veulent combattre les tribalismes, ils veulent combattre les népotismes, ils veulent combattre ceci ou cela. Mais clairement, ils ne disent pas qu'ils y sont peut-être pour des intérêts économiques et tout le reste. C'est d'autres personnes, notamment le gouvernement et d'autres personnes proches du gouvernement, qui disent qu'ils y vont pour des questions de partage de pouvoir ou bien pour des questions de sécession, c'est ça. Ils veulent partager ou bien, je ne me rappelle pas encore les termes qu'on utilise pour diviser un État, débalkaniser, voilà. Ils veulent balkaniser le pays. Mais déjà, lorsqu'on dit dans ces communiqués que les causes profondes seront attaquées, et c'est déjà une solution pour une maladie, même chez les médecins, lorsque vous souffrez les maux de tête, on vous dit régulièrement faites ceci, faites cela. Si on n'attaque pas, on ne vous donne pas des médicaments qu'il faut et attaquer profondément ces maux-là, ça veut dire que ça reviendra régulièrement. Okay. Et l'espoir peut-être que je peux avoir par rapport à ces communiqués, une fois les causes profondes sont guéries, une fois les causes profondes sont attaquées à fond, on peut espérer cette fois-ci à la paix. À la paix durable. Le M23 est-il un acteur légitime de la paix alors qu'il est souvent perçu comme un mouvement rebelle impliqué dans les violations graves selon le gouvernement congolais? Légitime, oui. En tout cas, je pèse mes mots. Légitime déjà parce que un groupe armé qui n'est pas légitime ne peut s'asseoir ensemble avec le gouvernement. N'aura pas cette audace de s'asseoir devant le gouvernement autour d'une table. Ça veut dire, déjà ces assises de Qatar ont légitimé le M23. Déjà, les assises de Qatar ont légitimé le M23. Et la lutte du M23 s'est légitimée elle-même. Parce que déjà avec des territoires occupés et tout le reste. Ça veut dire, même si les rapports de part et d'autre continuent à taxer le M23 des violations des droits humains, mais déjà avec ces assises de Qatar, l'impression est que ça devient déjà légitime. Et on peut dire que le M23 ou bien l'AFC s'est légitimé au travers de ces processus. Monsieur Paulin, vous le savez, nous sommes de la géopolitique, vous êtes journaliste. Dites-nous,
Comment est-ce que ce communiqué est perçu par la population de l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un ouf de soulagement ou bien c'est une déception? Ce n'est pas une déception, mais plutôt un espoir, un signe d'espoir, comme je l'ai dit. Ça veut dire pour le peuple congolais que ça vienne de Doha, que ça vienne de Goma ou de Kinshasa. L'important est que l'on mette en application le contenu. Et le contenu veut qu'il y ait cessation des hostilités. Le contenu veut qu'il y ait cessez-le-feu effectif. Maintenant, lorsqu'il y a cessez-le-feu effectif, ce n'est pas seulement le gouvernement qui en bénéficie, mais les plus grands bénéficiaires, c'est la population. Donc c'est ça en fait. La population l'accueille à bras ouverts parce que j'ai fait un round, j'ai fait plutôt une tournée à Goma. Vous sentez que les gens sont contents du fait que les deux parties se sont convenus pour une fois. Et quand les deux parties se battent, les premiers perdants, c'est la population. Ça veut dire quand ces deux parties se conviennent, les premiers gagnants ne peuvent qu'être cette même population. Ok. Voilà, merci beaucoup Paulin. Nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous ce que vous avez prévu en conclusion. En conclusion, je dirais que cet accord représente... Oh là là. Donc, en conclusion, je disais que cet accord représente une étape essentielle pour une paix durable en RDC. Ça veut dire, si il est mis en œuvre de manière effective, on peut espérer à une solution durable. Mais si cet accord n'est pas respecté, si ce communiqué n'est pas respecté, je crois que ce qui viendra pourra être plus fort ou bien plus grave que ce qu'on a vécu. Dans quel sens? Partant de ce qu'on a dit, et lorsqu'on a dit que l'AFC aurait claqué les portes, les mêmes textes qui circulaient disaient que l'AFC a promis continuer à marcher jusqu'à Kinshasa. Ça veut dire, si c'est communiqué, si cet accord de Qatar n'est pas respecté scrupuleusement, on risque de vivre le pire. Dans la mesure où, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans le cours de l'émission, il a été dit que le gouvernement congolais est en train de vouloir acheter des avions de chasse, des avions de guerre pour venir combattre, des drones chinois d'ailleurs, pour venir combattre à RDC. De part du gouvernement, on ne sait pas ce que le gouvernement prépare. De part de l'AFC M23, on ne sait pas ce que l'AFC prépare. Et que ça ne soit pas de l'hypocrisie, parce que nous, on en a déjà assez. On a besoin d'une paix durable, peu importe d'où elle viendra, que ça vienne du Qatar, que ça vienne du Togo, que ça vienne de Luanda, de Nairobi ou de partout ailleurs, nous, peuple congolais, on a besoin de la paix et c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Paulin, merci d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous de géopolitique qui met autour d'une table les journalistes. Monsieur Faustin, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, madame, messieurs. Si nous avez suivi déjà jusque-là, nous vous disons grand merci. N'hésitez pas à vous abonner sur notre magnifique chaîne, la première d'ailleurs dans l'Est de la République démocratique du Congo et parmi les premières en RDC. Madame, messieurs, merci de vous abonner, partager nos publications, commenter, liker.